bonsoir à toutes et à tous. Je suis Grégory Berkovitch, avocat associé principal au sein du cabinet GB2A Avocats. Et j'ai le plaisir ce soir, et la tranquillité d'esprit aussi, parce que quand on n'est pas intervenant, on est toujours plus serein, d'avoir accepté le rôle d'animateur de cette soirée qui est le premier webinaire d'une série qu'on souhaite longue avec un certain nombre de thèmes qui devraient nous réunir une fois par mois environ sur différents thèmes autour de ces sujets qui sont ceux qui, en commun, nous ont réunis avec Stéphane Saussier, qui sera un de nos intervenants ce soir. Stéphane Saussier, que je suppose tout le monde connaît et que j'ai honte de présenter, professeur à l'IAE de Paris-Sorbonne et à l'Université d'Oxford, et puis grand spécialiste et président de la chaire des PPP de l'IAE de Paris. Et c'est ce sujet-là, celui de la commande publique, des PPP, des contrats publics et de leur économie, qui nous a réunis. Voici maintenant quelques années, Stéphane, je ne dirais pas exactement combien, et qui nous a amené à vous proposer, et l'IAE de Paris avait déjà une longue tradition d'organisation de webinaires auxquels j'ai eu la chance de participer, mais de vous proposer comme ça une fois par mois une soirée sous forme d'apéro virtuel et au cours duquel des intervenants, et ce soir notre invité sera également Christophe Venance, responsable juridique des PPP et des concessions au sein de Vinci Construction France. Bonsoir Christophe. Enchanté, bonjour, bonjour. Et qui vont tous les deux débattre autour du sujet de la soirée, qui est la renégociation des contrats publics, qui est un sujet qui finalement est à la fois beaucoup traité par certains aspects. Il y a une littérature académique, notamment chez les économistes, qui est assez fournie, mais dont la vigueur récente nous a amené à considérer qu'il y avait probablement là une thématique intéressante. Et puis, du point de vue des juristes que nous sommes, n'est-ce pas, Christophe, eh bien, on voit ça souvent sous un angle très processuel, procédural, celui de la question des avenants, de leur passation, de leurs limites, des seuils, de leur justification juridique, des contrôles qui peuvent y être, auxquels ils peuvent être soumis. Mais finalement, on raisonne assez peu, je trouve, d'une manière plus systémique, en essayant de comprendre finalement quelle est la place de ces avenants dans un processus qui est le processus de vie contractuelle et en l'occurrence de renégociation des contrats. Donc ce sont deux approches, l'approche des économistes et l'approche des juristes qui finalement sont deux éclairages d'un même objet, pas tout à fait sous le même angle, c'est assez normal, pas tout à fait sous le même angle, y compris du point de vue d'ailleurs de l'approche, j'allais dire, philosophique de ce que représente cet objet. Et donc ce soir, on va pouvoir avec vous, et effectivement, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, et je vous en remercie, eh bien, débattre, discuter, à partir d'une présentation que d'ici quelques minutes, Stéphane Saussier va nous faire, qui a eu l'amabilité de nous présenter en quelques diapositives un petit peu le sujet pour planter le décor, si je puis dire, Stéphane. Et puis ensuite, Christophe réagira. J'aurai un certain nombre de questions sans doute à vous poser, mais surtout, celles et ceux qui nous écoutent auront la possibilité de participer à ce webinaire. C'est un webinaire qu'on veut le plus interactif possible. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'apéro virtuel. Vous pouvez même boire un verre avec nous. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez poser des questions, challenger les participants, donner votre avis de la façon suivante, eh bien, soit dans le fil de discussion que je serai chargé de suivre, vous posez vos questions et je serai ravi de les relayer, soit vous levez la main. Vous savez qu'on peut sur Zoom lever la main virtuellement,
et à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Je vous demanderai d'allumer la caméra quand c'est possible, parce que je trouve que c'est toujours quand même plus convivial quand on pose une question. Et d'ailleurs, celles et ceux qui le souhaitent peuvent laisser la caméra allumée. C'est évidemment aussi agréable de se voir dans ce contexte de discussion. Et à ce moment-là, je vous donne la parole et vous avez la possibilité de vous présenter et de poser votre question, voire éventuellement de donner votre réaction. Voilà, j'ai en quelques minutes essayé de poser un petit peu le principe de cette soirée, Stéphane. J'espère ne pas avoir trahi l'intention commune qui était la nôtre en l'organisant. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet te remercier de cette excellente idée que tu as eue. Et sans plus tarder, je te donne la parole, Stéphane, pour nous présenter en quelques minutes et quelques slides ce sujet. Là, on voit, voilà, ça y est, les slides sont revenus sur la renégociation des contrats publics. Merci, Stéphane. Merci beaucoup Grégory pour cette gentille introduction et cette gentille invitation finalement à démarrer cette série de webinaires qu'on va organiser tout au long de l'année ensemble sur le thème de la renégociation des contrats publics. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir qu'ici au sein de la chaire économie des partenariats publics-privés, pour ceux qui suivent un peu nos travaux, vous savez qu'on a déjà publié plusieurs articles sur ce thème et donc c'est un sujet qu'on connaît bien et sur lequel on a déjà travaillé par le passé et à chaque fois avec difficulté puisque il est difficile d'avoir de l'information sur les renégociations, il est difficile d'avoir de l'information précise sur l'impact des renégociations, sur les raisons pour lesquelles les parties renégocient. Et donc, à chaque fois, c'était sur des secteurs d'activité très précis où on avait l'opportunité de collecter de l'information, de la donner et d'avoir une vision un peu parcellaire des choses. Et je suis d'autant plus content de faire ce premier webinaire et cette présentation que je terminerai ma présentation en vous parlant de nouvelles données qui sont disponibles suite à l'application des directives 2014, 23, 24 et 25 concernant les marchés publics et les contrats de concession. De nouvelles données qui sont publiques et qui concernent la renégociation, les raisons pour lesquelles ces contrats sont renégociés et l'impact de ces renégociations. Donc, je terminerai par une présentation assez brève de ces données qu'on vient de collecter au sein de la chaire économie des partenariats publics-privés, qu'on n'a pas encore traité. On ne sait pas encore exactement comment on va utiliser ces données. Et donc, je suis d'autant plus intéressé à recevoir les remarques, les critiques de Christophe d'un côté, mais aussi de tous les intervenants de l'autre, si vous avez des idées intéressantes sur la manière de traiter au mieux, de traiter au mieux ces données et peut-être de se poser des questions nouvelles, un peu originales par rapport à ce qui a été fait auparavant. Alors peut-être en introduction, dire de quoi on parle, parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des présentations sur la renégociation des contrats et bien souvent en fonction des personnes que j'ai en face de moi, on ne sait pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de choses qui sont déjà prévues dans le contrat, de clauses de rendez-vous, d'avenantages? En fait, les renégociations, on parle de modifications des contrats qui sont imprévues, donc qui ne sont pas prévus dans le contrat. Donc typiquement, on parlerait, j'imagine, du côté juridique d'avenantage des contrats. Alors, ces modifications de contrat, elles sont à la demande de la puissance publique ou de l'opérateur. Ça peut venir des deux côtés, hein. J'ai préparé quelques exemples ici. L'exemple numéro 1, ce serait la renégociation du contrat Vélib 1, donc celui entre la ville de Paris et JC Decaux, qui a été renégocié quelques mois après sa signature à cause d'un taux de vandalisme supérieur à toutes les prévisions du contrat initial, puisque plus de 60% de la flotte de vélos avait été soit volée, soit cassée la première année, alors que le contrat prévoyait des taux plutôt tournant autour de 33-35% de mémoire. Donc là, il y avait quelque chose d'imprévu qui faisait qu'on avait besoin de renégocier le contrat, qui rendait l'équilibre financier du contrat sûrement précaire. Et c'est à la demande de l'opérateur que le contrat a été renégocié. Mais on pourrait penser aussi à d'autres types de renégociations où c'est plutôt la puissance publique qui en est à l'origine. Par exemple, la renégociation des concessions autoroutières à la demande de la puissance publique pour geler les tarifs des péages en 2015. Là, c'est clairement la puissance publique qui est à l'origine de la demande d'avenantage. Alors ces avenants, on a en tête qu'ils entraînent souvent, et j'ai mis un point d'interrogation parce que on n'a pas vraiment de données exhaustives sur la question, hein, qu'ils entraînent souvent une augmentation du coût de la commande publique. Et on a des exemples en tête aussi. Alors c'est souvent les exemples les plus malheureux qui ressortent dans la presse, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y en a deux qui sont assez connus. La Philharmonie de Paris, qui est un marché public dont les travaux étaient chiffrés à 173 millions d'euros au lancement du projet et au final, on arrive à 386 millions d'euros.
probablement avec quelques avenants entre les deux, hein, j'imagine. Et puis, le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est la construction du musée des Confluences à Lyon, parti sur un programme de 61 millions d'euros et qui, à l'arrivée, a frôlé les 330 millions d'euros. Donc, ce sont peut-être deux cas extrêmes, mais qui montrent que les marges de renégociation sont peut-être plus grandes qu'on ne pourrait le croire au départ. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est généralisé ou pas. D'autant plus que les quelques études académiques qui existent sur le sujet, et j'ai pas cherché à être exhaustif dans ce tableau, c'est un tableau qui recense quelques études, mais il y en a plus que ça, hein. Qui ont porté sur différentes zones géographiques, donc aussi bien sur des pays industrialisés que sur l'Amérique latine, voilà, et sur différents secteurs, montrent que le taux de renégociation des contrats est assez élevé. Et puis là, vous n'avez pas tous les détails, mais par exemple, sur la plus grosse étude en termes de nombre de contrats, qui est celle de José Luis Guasch en 2004, sur plus de 1000 contrats de concession dans les pays d'Amérique latine, ces contrats sont renégociés très fréquemment et en moyenne 2 ans, moins de 2 ans après leur signature, donc assez rapidement. Et généralement toujours, enfin, pas toujours, mais en grande majorité, entraînent une augmentation du coût pour la partie publique. Donc on n'est pas sur des renégociations où le coût pourrait baisser par la suite. Alors comment on explique ça d'un point de vue économique? J'ai pas prévu de passer beaucoup de temps sur la partie théorique et la manière d'appréhender les choses, mais si je devais être un peu caricatural ce soir pour faire passer les idées de la manière la plus simple possible, je dirais qu'il y a deux visions dominantes ou deux angles d'attaque d'un point de vue économique. Le premier angle d'attaque, c'est celui où on voit les contrats comme des systèmes d'incitation entre les contractants. Et dans cet angle d'attaque-là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, la renégociation. Concrètement, les renégociations minent les incitations contractuelles. On met en place des appels d'offres pour générer de la concurrence, pour faire en sorte d'avoir des offres compétitives, les meilleures possibles, pour faire en sorte que les opérateurs privés qu'on met en concurrence lors des appels d'offres s'engagent, fassent des offres crédibles. Et bien souvent, en réalité, on s'aperçoit que ce qu'ils font, c'est plutôt des offres agressives parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir renégocier par la suite et donc finalement cet engagement il est pas si fort que ça. Et il y a cette idée que les opérateurs sont souvent à l'origine des renégociations et d'ailleurs c'est ce qu'on voyait dans la base de données de José Luis Guasch, hein, puisque Guasch, Lafont et Straub ont écrit deux papiers, là j'en ai mis qu'un en référence, mais deux papiers, un papier sur les renégociations dont l'origine était plutôt du côté public et puis d'autres dont l'origine était plutôt du côté privé. Et la majorité des renégociations viennent généralement de l'opérateur privé dans cette base de données au moins. Donc les opérateurs sont souvent à l'origine des renégociations. Il y a cette idée qu'ils profitent de l'incomplétude des contrats pour les renégocier, du fait que la puissance publique manque de moyens pour résister aux demandes de renégociation, ou peut-être du fait que la puissance publique a mal rédigé les contrats aussi, hein, en amont, ou du fait que la puissance publique peut se laisser corrompre lors des renégociations de contrats. On pourra peut-être en parler lors de la partie discussion, mais cette idée qu'il y a de la corruption et que cette corruption expliquerait en grande partie les renégociations et les dérapages en termes de coûts de la commande publique, on la retrouve chez José Luis Guasch pour l'Amérique latine, mais on la retrouve aussi dans certains articles qui traitent du cas des États-Unis. Donc forcément, c'est pas forcément un problème lié à des pays où on aurait des taux de corruption qui sont particulièrement élevés. Donc la solution, ça passe essentiellement par renforcer la phase d'attribution et la phase de rédaction des contrats, et aussi probablement par une meilleure régulation de ces contrats, voire par la mise en place d'un régulateur indépendant qui serait là pour renégocier ou pour gérer l'évolution des contrats. Et ça passe aussi par plus de transparence que ce qu'on a jusqu'à maintenant concernant ces contrats. Puis il y a un deuxième angle d'attaque qui n'est pas forcément totalement en contradiction, mais malgré tout qui est différent, qui concernerait plutôt l'approche en termes de droit de propriété ou l'approche en termes de coût de transaction, donc les travaux d'Oliver Williamson et d'Oliver Hart, qui considèrent que les contrats et les contrats publics a fortiori sont par définition incomplets. Donc vous pouvez toujours mettre autant d'efforts que vous voulez sur la phase de rédaction des contrats, le contrat sera toujours imparfait, dit autrement. C'est pas forcément qu'il manque des informations, mais c'est même qu'on peut s'engager sur des choses qui se révéleront fausses et on aura besoin de renégocier. Donc les contrats sont forcément incomplets, imparfaits. De plus, les contrats publics sont généralement plus rigides que les contrats privés.
pour différentes raisons, mais c'est ce qu'on appelle l'opportunisme des tiers. C'est l'idée que dans les contrats publics, vous avez beaucoup de tierces parties au contrat qui ne sont pas impliquées dans la négociation du contrat, mais qui sont très intéressées à collecter de l'information, à contrôler, à vérifier, mais qui n'ont aucun intérêt à ce que le contrat fonctionne bien. Donc c'est contrôler et vérifier pour challenger. Donc c'est les opposants politiques, les associations de consommateurs qui peuvent être contre l'externalisation de certains services publics, par exemple, et qui obligent la partie publique finalement à, si je disais un peu trivialement, à blinder le contrat, à chercher à tout préciser, même si on sait par avance qu'on est incapable d'anticiper le futur et qu'on va devoir renégocier. Donc ces contrats sont particulièrement rigides, incomplets, imparfaits, et finalement la renégociation peut être la manifestation de comportements opportunistes des opérateurs privés ou de la partie publique d'ailleurs, hein, quelquefois, mais aussi ils peuvent être le signe d'une bonne relation contractuelle parce qu'il y a besoin de faire vivre les contrats, de les rendre, enfin de faire en sorte qu'ils soient adaptés à l'évolution de l'environnement, sachant que cette évolution de l'environnement, on a du mal à l'anticiper au moment de la signature du contrat. Et donc là, la solution, ce serait plutôt d'investir dans la phase d'exécution du contrat, donc c'est-à-dire être du côté de la partie publique, être capable de suivre le contrat, être plutôt en mode projet et être prêt à la renégociation de ces contrats qui est quelque part inéluctable. Et puis, ça passe aussi par probablement un renforcement de la régulation de ces contrats et plus de transparence. Donc, de ce point de vue-là, il y a un peu, à mon avis, convergence entre les deux approches. Alors, ce qui est intéressant, alors c'est tout petit, mais je vois Christophe qui recule. Non, mais j'écoute. Je suis désolé, mais je ne voulais pas Non, faire non, trop non, de non, slide. Mais je vais résumer. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles directives européennes qui ont été votées en 2014, donc pour les marchés publics et les concessions, et qui sont appliquées en Europe depuis 2016, on fait un pas vers plus de transparence. Et c'est quelque part une des nouveautés de ces directives, de mon point de vue, puisqu'il y a l'obligation maintenant, dans certaines situations où on renégocie les contrats, de publier de l'information sur la renégociation des contrats. Donc là, j'ai fait un copier-coller en enlevant enfin en raccourcissant quelques phrases quand même, donc c'est pas exactement un copier-coller pour que ça tienne en un seul slide, mais concrètement, ce que prévoit l'article 72 de la directive 2014-24 pour les marchés publics, c'est qu'il y a 5 raisons pour lesquelles on peut renégocier. Lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux. Dans ce cas-là, on renégocie, mais c'était prévu, donc il n'y a pas de limite à la renégociation. Et il n'y a pas besoin de publier de l'information non plus sur le fait qu'on renégocie. Pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial lorsqu'un changement de contractant est impossible, donc là, on a l'obligation de publier de l'information et on ne peut pas renégocier le contrat de manière à faire changer le prix ou la valeur initiale du marché de plus de 50%. Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, c'est le cas numéro C, lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, donc concrètement lorsqu'il y a un événement imprévu qui vient impacter l'exécution du contrat. Dans ce cas-là, on peut renégocier le contrat tant qu'on ne change pas la nature globale du marché et tant qu'on n'augmente pas le prix de plus de 50% de la valeur du marché initial. Et puis, on peut aussi renégocier dans 2 autres situations, petit d, petit e. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de remarquer qu'on a l'obligation de publier de l'information sur les renégociations dans les 2 cas que j'ai énoncés ici, petit b et petit c, où on a une renégociation qui est capée à 50% de la valeur initiale du marché. Et ça, c'est intéressant. Et on a un article 43 dans la directive 2014-23 qui concerne les concessions. Donc là, je parle sous le contrôle des juristes qui sont présents dans la salle, et notamment de Grégory et de Christophe. Mais de mon point de vue, c'est quasiment un copier-coller. C'est-à-dire que voilà, il y a les mêmes 5 situations dans lesquelles on peut renégocier sans faire varier la valeur initiale le chiffre d'affaires attendu du contrat de concession de plus de 50%. Donc à chaque renégociation. 50% à chaque renégociation. Et on peut renégocier plusieurs fois. Ce point est important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2016, on a de l'information qui est mise en ligne par l'Union européenne sur le site TED, Tender Electronic Database, c'est le journal officiel de l'Union européenne, en fait, où vous avez ces informations. Et on peut remarquer que depuis 2016 jusqu'en mai 2021, on s'est arrêté en mai 2021, vous avez des notices de modification des contrats qui sont mises en ligne. Donc, on en a à peu près 84 000 qui sont mises en ligne sur cette période. Et si on se focalise sur les seules renégociations qui modifient le montant des contrats, parce qu'étonnamment, il y en a une grande partie qui ne modifie pas le montant des contrats, on a 25 000
notice de modification des contrats qu'on peut exploiter. On peut exploiter les autres aussi, hein. Pour l'instant, on a décidé de ne pas le faire, mais on pourrait le faire. Et on s'aperçoit que déjà, vous voyez qu'en termes de renégociation des contrats publics, vous avez des différences assez fortes entre pays. Alors on pourra s'interroger sur la qualité des données, hein. Je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être certains pays qui n'appliquent pas encore les directives ou qui refusent de le faire ou qui traînent des pieds. Donc voilà, c'est étonnant qu'il y ait certains pays où on ait très peu de renégociations et c'est étonnant aussi qu'on ait une telle différence entre l'Allemagne et la France. Je ne sais pas si vous avez une idée des raisons qui peuvent expliquer cela. Mais en tout cas, on a quand même de l'information sur un nombre de renégociations assez intéressant. Si on entre un petit peu dans le détail, on peut s'apercevoir, si je me focalise sur le cas de la France, donc sur les 846, c'était 846 de mémoire, oui, sur les 846 renégociations qui sont dans ces notices, on peut s'apercevoir que ça croît au cours du temps et qu'il y a peut-être un effet Covid entre 2019 et 2020, soit c'est un effet remplissage, c'est-à-dire qu'on diffuse de plus en plus, on fait remonter de plus en plus les renégociations alors qu'on ne le faisait pas forcément automatiquement auparavant. Soit c'est un effet Covid, soit ce sont les deux euh, qui, qui justifient que, enfin qui peuvent expliquer qu'on a une augmentation en 2020 par rapport à 2019. On s'est amusé à regarder dans ces données les raisons pour lesquelles les contrats ont été renégociés, parce que ce qui est intéressant dans ces notices, c'est qu'on a une description assez précise des raisons pour lesquelles les parties renégocient. Alors une description en une vingtaine de lignes, pas forcément en anglais, pas forcément en français, mais en langage du pays qui est concerné. Donc ensuite, il faut traduire et il faut voilà. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais on a scrappé les données pour le faire. Et puis ensuite, d'abord pour récupérer les données et ensuite on a traduit tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se focalise sur les renégociations qui ont eu lieu pendant le Covid, c'est-à-dire de décembre 2019 jusqu'à la fin de la période, jusqu'à mai 2021, on s'aperçoit que les contrats renégociés pendant cette période l'ont été dans 67% des cas au Royaume-Uni à cause du Covid. Et dans 24% des cas, ils ont été renégociés pour d'autres raisons. Et on voit qu'il y a des fortes différences là aussi. En France, c'est que 27% des renégociations sur cette période qui s'expliquent pour des raisons de pandémie, Covid, etc. On a cherché par mots-clés, hein. Il doit y avoir 5-6 mots-clés utilisés, pandémie, Covid, SARS, lockdown, et puis il m'en manque peut-être un. Mais voilà. Donc il y a des différences assez fortes entre pays, en tout cas, qui mériteraient peut-être une explication. Et puis si on regarde, et c'était un peu l'objectif au départ, l'impact des renégociations sur le montant des contrats. Donc voilà, si je boucle avec le début de ma présentation, on s'aperçoit que, alors là c'est pour le cas de la France, mais c'est pareil quasiment pour tous les pays, on a ce graphique qui est à peu près le même partout, c'est-à-dire que la plupart des renégociations augmentent la valeur des contrats, donc on est plutôt vers la droite là, donc vous voyez que la plus grande colonne là, c'est l'ensemble des renégociations qui ne font pas varier le contrat qui ne font pas sortir la valeur du contrat dans une borne qui va de moins 10% à plus 10%. Donc c'est plutôt 0,10% en réalité, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de 0 à moins 10. Puis vous voyez qu'il y a des renégociations qui augmentent la valeur du contrat, le montant du contrat, entre 20 et 30%, 30 et 40%, 40 et 50%. Il y en a 31 qui augmentent de plus de 50%. Ce qui est bizarre, puisqu'a priori, c'est pas possible, en tout cas, c'est pas autorisé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que dans les 70 renégociations qui font augmenter la valeur du contrat de 40 à 50%, vous en avez 40 qui font augmenter la valeur du contrat de 49, 49,1, 49,2, voire 50% pile. Ce qui probablement suggère qu'il y a un effet de seuil et que peut-être les parties contractantes jouent avec ce, cette renégociation maximum de 50% à chaque renégociation. C'est-à-dire, c'est pas cumulatif, hein, c'est à chaque renégociation qu'on peut faire varier la valeur des contrats de 50% maximum dans les situations où on peut renégocier le contrat. Alors évidemment, ça pose la question aussi de savoir, enfin, ça ne permet pas de répondre vraiment aux questions qui nous intéressent au départ, de savoir si les renégociations sont justifiées ou pas, sont le résultat de comportements opportunistes, de la corruption enfin, de la partie publique ou enfin, c'est plutôt néfaste ou plutôt positive en réalité. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'interroger les acheteurs publics qui étaient impliqués dans ces renégociations. Donc, pour vous donner une petite idée, on a envoyé un petit questionnaire aux 5600 acheteurs publics concernés par les renégociations, alors au niveau européen, hein, les 5600 acheteurs publics concernés par les 25 000 renégociations dont j'ai parlé au début. On a eu un taux de réponse faramineux après 10 relances. Vous voyez qu'on a eu 226 réponses, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu 4% de taux de réponse, ce qui n'est pas génial.
Bon, voilà. Et parmi les questions qu'on leur posait, donc c'était un petit questionnaire d'une dizaine de questions, je ne vais pas vous embêter avec toutes les questions, mais parmi les questions qu'on leur posait, on leur demandait comment ils considéraient la renégociation, est-ce qu'ils la considéraient plutôt comme un élément positif ou un élément négatif, voire un mixte des deux. Et la majorité des contractants publics ont répondu qu'ils la considéraient plutôt comme une bonne chose. Et puis il y avait d'autres questions qui concernaient l'attitude du partenaire privé. Est-ce que le partenaire privé avait plutôt aidé lors de ces phases de renégociation à faciliter les choses et très majoritairement, les acheteurs publics répondaient que oui, ils considéraient que le partenaire en face avait vraiment tout fait pour que ça se passe bien et que c'était plutôt un bon partenaire avec des objectifs plutôt en commun, partagés. Alors, quelles sont les prochaines étapes par rapport à ces données? Donc là, on est vraiment dans la toute première phase, hein. J'avoue que, on n'a pas encore été plus loin dans le traitement des données pour l'instant, mais on est plutôt dans la phase où on se pose la question de savoir comment on peut avancer et peut-être traiter les biais qui sont liés aussi, à ces données, hein. Mais il y a plusieurs étapes, enfin, il y a plusieurs c'est pas des étapes, mais plusieurs questions, c'est plutôt des prochaines questions qu'on pourrait se poser. On peut essayer de relier la phase d'attribution avec la phase d'exécution des contrats. Donc, on peut apparier les notices de modification avec les notices d'attribution des contrats pour voir si, selon le type d'attribution, appel d'offres ouvert, dialogue compétitif, est-ce qu'il y a une négociation ou pas, ça impacte sur le fait qu'on va renégocier les contrats, donc sur la probabilité de renégocier le contrat et sur la manière dont on le renégocie en faisant changer beaucoup le montant ou peu le montant du contrat. On peut essayer de comprendre pourquoi certains secteurs d'activité, certains pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sont plus promptes à renégocier. Donc ça, on a de l'information et sur les secteurs et sur les entités adjudicatrices, donc ça peut être intéressant aussi. Et on a un historique, puisque les données concernant les attributions de contrats vont de 2009 à 2021, donc de 2006 à 2021, donc on peut revenir, on peut aller dans le temps. On peut voir si les contrats les plus fréquemment renégociés sont aussi ceux qui affichent les dérapages de coûts les plus importants. Après tout, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Donc, on n'a pas regardé encore ça dans le détail. On peut regarder aussi les raisons des renégociations. Là, on s'est focalisé sur le Covid, mais on peut vraiment regarder dans le détail les raisons pour lesquelles les contrats ont été renégociés et les décisions qui ont été prises. Et on peut aussi voir, pourquoi il y a autant de renégociations qui sont signalées dans ces notices et qui n'entraînent pas de changement du montant des contrats. Pour l'instant, on les a laissés de côté, mais on pourrait très bien revenir en arrière et les regarder un peu dans le détail. Donc voilà ce que je voulais jeter à votre appréciation en introduction de ce webinaire, pour qu'on puisse en discuter et recevoir vos remarques. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir jeté tout cela. En introduction, j'ai pour ma part un certain nombre de questions déjà et de réactions, mais avant de vous les livrer, je voudrais d'abord savoir Christophe Venance, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qui est notre invité, responsable juridique des PPP et des concessions de Vinci Construction France. Eh bien, Christophe, qu'est-ce que ça te procure, si je puis dire, comme réaction, cette présentation, ces éléments sur les renégociations? Encore une fois, je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu mon introduction, ce que je trouvais en particulier intéressant dans cette confrontation d'idées aujourd'hui, c'était aussi de voir que, même si évidemment Stéphane Saussier n'est pas qu'un économiste et Christophe, tu ne te résumes pas à être juriste, il n'en demeure pas moins que je trouve que l'éclairage que Stéphane donne sur cette notion de renégociation n'est pas forcément spontanément celui qu'un juriste aurait mis. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant justement de voir cet éclairage particulier. Quelle est ta réaction aussi de praticien? C'est-à-dire que Oui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la vision de Christophe Venance, juriste, puis aussi de Christophe Venance, praticien des contrats publics. Je te laisse la parole, puis après, oui, j'aurai quelques questions à vous poser à tous les deux, et en particulier, évidemment, à Stéphane, revenant sur sa présentation. D'abord, merci Stéphane pour cette présentation. Moi, alors moi, je suis responsable juridique, donc c'est un point de vue que je n'ai jamais eu à envisager, en fait, le point de vue que tu as développé dans les PowerPoint, savoir un point de vue économique avec des données d'entrée, pourquoi, dans quel pays, où, etc. Je suis très franc, peut-être trop d'ailleurs, c'est un point de vue qu'en tant que praticien juriste, je n'ai jamais eu à envisager parce qu'en fait, il ne m'intéresse guère, pour être totalement transparent. Et en tout cas, en termes
de réaction. Moi, j'ai plusieurs réactions aux compléments ou observations, mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire d'abord, c'était que pour renégocier un contrat public, j'estime que ce qui est important, c'est la négociation de ce contrat initialement. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai travaillé sur des marchés publics standards, c'est-à-dire des marchés publics dans lesquels qui sont donc soumis à appel d'offres sans discussion. Et puis après, j'ai basculé dans un monde plus dit de financement de projet avec des marchés de partenariat ou des concessions ou des BEA ou des choses qui ressemblent, avec des phases de discussion qu'on appelle dialogue compétitif, au nouveau code de la commande publique et ancien d'ailleurs, qui permettent d'échanger avec le client sur tous les sujets, et notamment sur les sujets qui permettent d'ouvrir de manière plus ou moins claire des futures négociations avec le client en cours d'exécution. Et donc, plus les discussions avec le client ont eu lieu, plus on a réussi à se comprendre et mieux on a réussi à écrire les choses de manière plus ou moins claire, sachant que de manière de plus en moins claire est parfois partagée avec le client, qui lui-même peut dire bah, ça, je ne veux pas que ça soit écrit de manière aussi claire, mais disons qu'on va le mettre dans le cadre d'un principe de discussion. Ça permet d'ouvrir des voies du possible en cours d'exécution pour les parties et, pour être franc, le plus souvent pour l'opérateur privé que je suis, pour discuter. Moi, dans mon rôle de responsable juridique, en fait, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette, c'est d'identifier des sujets et ce qu'on appelle en interne des risques pour bien les appréhender. Le deuxième objectif, c'est de les maîtriser. Les maîtriser, c'est notamment les limiter. Et le troisième objectif, si une fois que la maîtrise est digérée, je dirais, c'est d'ouvrir les champs du possible en essayant de convaincre le client de manière plus ou moins claire, encore une fois, que si telle situation arrive, ce serait bien qu'après, on puisse à minima en discuter. Et mon rôle de juriste, c'est dans l'absolu de basculer quelque chose en face, mais surtout parce qu'il faut être pragmatique, de se donner le droit à la discussion. Parce que c'est le droit à la discussion qui permet d'aboutir à une solution agréable pour les parties en cours d'exécution. Et donc, c'est pour ça que je pense que la renégociation des contrats, et notamment sur le point de la directive, le point A que tu as montré tout à l'heure et qui figure dans le code de la commande publique pour les marchés et les concessions, c'est je dirais, une partie de mon travail quotidien. Lorsqu'on n'est pas dans des phases de procédure qui permettent d'avoir des discussions avec le client, et notamment dans des marchés publics plus classiques soumis à des appels d'offres où justement il n'y a pas de dialogue, il est clair que les renégociations, pour ce qui nous concerne, sont beaucoup plus difficiles à porter et elles sont soumises, je dirais, au bon vouloir du client et, pour être très franc, à ses capacités budgétaires. Ça, c'est une première action. Après, je peux en avoir d'autres, mais… Alors, sur cette première réaction, c'est assez amusant parce que si je résume un petit peu ton propos, tu dis finalement, dialogue compétitif, c'est pas mal de mon point de vue de juriste négociateur, parce que plus on se parle et plus après on peut ouvrir des pistes d'avenantage, on peut ouvrir des possibilités de modification contractuelle. Or, on pourrait aussi complètement penser l'inverse, spontanément, c'est-à-dire se dire au contraire que plus on va se parler, mieux on va se comprendre, et mieux on va se comprendre, et moins on aura besoin de faire d'avenants. J'ai envie de dire, dans une logique contractuelle traditionnelle, souvent on prétend même que les avenants sont parfois le fruit d'incompréhensions contractuelles. Ce qu'on appelle les incompréhensions contractuelles, c'est quand les deux parties sont absolument ravies d'avoir signé un contrat, mais qu'au fond, ils n'ont pas signé le même, puisqu'ils n'ont pas compris le contrat de la même façon.
Et là, ce que tu dis, Christophe, je trouve ça, enfin moi, ma réaction comme ça spontanée, c'est de me dire c'est intéressant parce qu'on pourrait tout à fait penser l'inverse ou défendre l'idée inverse de ce que tu as dit. Et donc, c'est-à-dire de se dire finalement que le dialogue, il ouvre des pistes d'avenant plutôt qu'il ne les ferme. Alors qu'on pourrait aussi se dire que dans une négociation contractuelle loyale, quand on se comprend et quand on se parle, on pourrait tout de suite écrire les choses et pas avoir besoin finalement d'ouvrir les portes des futurs avenants. Je ne sais pas si je suis clair, Christophe, dans mon interrogation. Mais en fait, toi qui es… assez d'accord avec moi. Oui, je suis… je vais nuancer, mais toi qui es praticien comme moi, ensemble ou en face, en fait… non, mais c'est important parce qu'en fait, avant de renégocier un contrat, il y a remporté une compétition, donc un appel d'offres, je vais l'appeler comme ça. Et puis, il y a une phase de mise au point. Et durant cette phase de mise au point, il y a beaucoup de sujets qui sont levés et sur lesquels aussi bien nous-mêmes que notre client préféré du moment, et ce client, il sera là pendant 15, 20, 30 ans, parce qu'on est généralement sur des contrats à temps long, sont tout à fait conscients d'un certain nombre de choses, mais n'ont peut-être pas envie de les, entre guillemets, lever tout de suite parce qu'il ne faut pas, parce que le client dit il ne faut pas que je présente ça à mon assemblée délibérante, à mes tutelles, etc. etc. Et parfois, je ne vais pas dire qu'on met un mouchoir dessus, mais on se dit en toute loyauté, mais non écrite, on va s'ouvrir les champs du possible en rédigeant des clauses magnifiques qui ouvrent un droit à discussion. Voilà, les parties vont se concerter, les parties se rencontreront. Au-delà de tel montant, les parties se rencontreront en étant tout à fait conscient que si ça arrive ou lorsque ça arrivera, parce qu'on le sait, on rediscutera le moment venu parce que la personne publique aura à l'époque, plus tard des budgets supplémentaires, etc. etc. Donc, c'est parfois un jeu… c'est pas de la déloyauté, c'est ça que je veux dire, en tout cas pas de mon point de vue, et du moins je ne suis pas comme ça. C'est parfois même partagé, non, mais c'est parfois même partagé avec le client public de concert. Alors, c'est très intéressant aussi parce que ça renvoie à l'idée… Je révèle les secrets de Vinci Construction France. Mais… Oui, mais c'est ce soir. Ce soir, on révèle les secrets de négociation de Vinci Construction France. S'il y a des maîtres d'ouvrage publics dans l'assistance, il faut prendre des notes ce soir. Non, mais ça renvoie à ce que tu dis, Christophe, à ce que disait Stéphane tout à l'heure et que je partageais peut-être pas complètement spontanément quand il disait finalement, il y a des contrats très rigides et ces contrats très rigides, en tout cas plus rigides pour les contrats publics, et j'ai vu qu'il y avait une main levée, donc je vais donner la parole après, hein, évidemment. Mais les contrats publics, finalement, sont plus rigides que les contrats privés. Je ne pense pas du tout, en fait. Personnellement, je pense le contraire. Alors ça c'est un sujet intéressant parce que voilà, oui. Ça c'était la proposition de Stéphane tout à l'heure. Toi finalement tu dis effectivement l'inverse et tu me le confirmes, c'est ce que j'avais compris. Et tu dis quand il y a des non-dits dans les contrats, finalement c'est vis-à-vis des tutelles, vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de n'importe quoi, mais c'est vis-à-vis de l'extérieur. Mais entre négociateurs, on sait très bien pourquoi est-ce qu'on laisse des imprécisions et des portes ouvertes. Et finalement, on sait très bien ce qu'on serait prêt à accepter. Ce qui, dans un contrat privé, ce ne serait pas le cas, ça serait moins le cas. Pour te couper et compléter, c'est un peu, je vous le dis, mais je ne peux pas vous l'écrire. Oui, mais dans un contrat privé, ce serait moins le cas. Dans un contrat privé, je négocie aussi des contrats privés. Oui. Dans les contrats privés, alors en particulier, puisque tu sais que c'est une de mes spécialités dans les contrats de financement, oui. Au contraire, on écrit tout ce qu'on peut écrire. Moi, je trouve, parce que j'ai pratiqué aussi les marchés privés, alors moins de financement, mais de travaux. Et la tendance depuis de nombreuses années, c'est que ces contrats sont de plus en plus longs, détaillés, de plus en plus bavards, de plus en plus anglo-saxons. Et quand je dis qu'un contrat privé est rigide, c'est que, alors je suis évidemment du point de vue d'un opérateur économique privé, hein, je ne vais pas vous mentir, mais dans un contrat privé, le prix et l'engagement, si on pense à une phase de contentieux, c'est même pas la peine d'y penser. Alors que le contrat public, en tout cas le contrat administratif, pour être plus précis, outre un contenu qui pourrait éventuellement avoir été négocié en bonne intelligence avec le client, puisqu'il faut être deux pour négocier quelque chose, bénéficie d'un certain nombre de jurisprudences que tout le monde connaît et aussi de lois, mais surtout de jurisprudences issus du droit administratif français sur l'intérêt général, le service public, etc., qui peuvent éventuellement permettre aussi
si le contrat ne permet pas d'aboutir, si des voies de médiation ne permettent pas d'aboutir, d'aller au contentieux. Ce n'est pas une pratique du groupe, par ailleurs, mais j'ai toujours eu la sensation que le forfait, pour parler du forfait travaux en marché privé, c'était lorsqu'on signe un forfait, on est engagé beaucoup plus qu'un contrat public, parce que dans un forfait, la suggestion imprévue, l'imprévision, ça n'existe pas. Pour donner quelques exemples. Stéphane, tu avais l'air de vouloir réagir à l'instant, et puis après, je vais donner la parole à la salle. Mais tu avais l'air de vouloir réagir là, sur la question de rigidité, justement, parce que là, finalement, entre vous, alors, outre les angles, encore une fois, d'approche qui sont différents, et ça, c'est logique, je le disais tout à l'heure, là, il y a une vraie, je dirais pas divergence, mais enfin, en tout cas, tout à l'heure, tu nous disais un peu l'inverse quand même. Après, je n'ai pas la culture de Stéphane. Moi, Non, mais c'est très intéressant. La vision du praticien, ce qui se passe en réalité, c'est quand même super important par rapport à la culture plutôt théorique de ce qu'on peut penser, etc. Moi, j'aurais défendu la position plutôt inverse, et c'est plutôt ça qu'on voit dans la littérature économique, c'est-à-dire que dans les contrats privés, il y a beaucoup de choses informelles. On parle de contrats relationnels, on peut se baser sur le business futur, on sait qu'on va avoir du business futur, donc on peut faire un contrat plutôt flexible, on peut se mettre d'accord assez simplement. De toute façon, on ne va pas avoir de comportement fortement opportuniste si on sait qu'on va être amené à retravailler ensemble dans le futur. Dans les contrats publics, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on n'est jamais sûr d'être renouvelé à la fin. Il y a un appel d'offres et on n'est pas sûr de l'emporter. Et même si la partie publique vous dit on va vous reprendre si tout se passe bien, dans les contrats de concession, peut-être qu'il y a un peu de marge de manœuvre. Dans les marchés publics, beaucoup moins. Donc, c'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Et puis deux, il y a ce problème d'opportunisme des tiers. Et encore une fois, les opposants politiques, si je reprends mon exemple du contrat Vélib, que je n'ai jamais eu en main d'ailleurs, je ne sais pas si on peut avoir le contrat et s'il est public, mais j'imagine qu'on s'oblige à prévoir un maximum de situations et on s'oblige à mettre des pénalités importantes, etc. Parce qu'on sait très bien que les opposants politiques, s'ils ont une vue sur le contrat, vont challenger, vont attaquer en disant que si le contrat est un peu light, c'est parce que la partie publique est vendue. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études empiriques sur ces questions-là, mais nous, on en a fait 2 au sein de la chaire qui confirment plutôt cette vision. C'est-à-dire qu'on a regardé pour un même objet, donc c'était la construction de parking. On a regardé pour un même objet les contrats signés par un grand opérateur entre 1969 et 2007 de mémoire. On a regardé plus de 250 contrats échus, donc terminés. Dans ces 250 contrats, il y en avait il y en avait une grande majorité qui étaient signés avec des villes, donc des contrats publics-privés, des marchés publics et des contrats de concession. Et puis il y en avait quelques-uns qui étaient signés avec des partenaires privés, donc des contrats privés-privés pour le même objet. Voilà. Et on a regardé déjà toutes les renégociations dans ces contrats et on s'est rendu compte que les contrats publics étaient plus fréquemment renégociés que les contrats privés, toutes choses égales par ailleurs, pour les mêmes ouvrages avec les mêmes caractéristiques, etc. Et on a regardé la rigidité de ces contrats. Alors là, c'était simplement de l'analyse textuelle en essayant, on en avait parlé avec Grégory d'ailleurs à l'époque, c'était il y a 4 ou 5 ans, en essayant d'identifier les mots qui montraient qu'il y avait de la rigidité et on s'est rendu compte que, effectivement, statistiquement, en contrôlant encore une fois toutes choses égales par ailleurs pour le type d'ouvrage, etc., on se rendait compte que les contrats privés étaient plus flexibles que les contrats publics. Mais encore une fois, il y a très peu d'études là-dessus et c'est vraiment une approche théorique assez récente et il se peut qu'on se trompe. C'est vrai que j'ai un point de vue différent et d'autant plus différent que, alors encore une fois, moi je ne suis que dans le BTP, mais la récurrence qu'on a avec les clients privés est finalement, de mon point de vue, mais peut-être que mes patrons ont un autre point de vue, mais ils ne sont pas là, une récurrence beaucoup plus faible que celle qu'on a avec les clients publics, en fait. Alors ça s'explique parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu interrompre Stéphane, mais quand Stéphane dit, bah oui, quand tu travailles avec un client public, il y a des appels d'offres et donc, par définition, bon, oui, ça c'est la théorie. En pratique, on voit que le nombre de renouvellements de contrats est quand même pas égal à 0, avec le même opérateur, j'entends. Et puis, accessoirement, dans le privé, il y a 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a aussi des appels d'offres. Ils ne sont pas obligatoires, mais la plupart des grands groupes s'astreignent
pour au moins une partie de leurs achats un certain formalisme. Puis accessoirement, quand il n'y a pas de formalisme et quand il n'y a pas d'appel d'offres, j'allais dire, l'appel d'offres, il est permanent. C'est-à-dire que les clients privés peuvent encore plus facilement changer d'opérateur, changer de prestataire, changer de fournisseur. Donc, je ne suis pas certain, effectivement. Alors, je vais peut-être donner un tout petit peu la parole à la salle pour garder l'interactivité qu'on avait évoquée, puis après, je vais revenir évidemment avec des questions. D'ailleurs, dans la salle, il y aura sûrement des questions. Il y a d'ailleurs quelques questions écrites que je vais vous lire. Mais d'abord, je vais donner la parole à Carine Staropoli, pardon, fatiguée, qui va avoir la gentillesse de mettre sa caméra. Merci, Carine. Bonjour Grégory. Et je te salue et ça me fait plaisir de te voir comme d'habitude ce soir en particulier. Je te donne la parole. Merci. Non, ça ramène un petit peu en arrière parce que c'était vraiment après les premiers échanges et la réaction de Christophe Venance à ce que disait Stéphane, parce que je voulais savoir en tant que juriste et praticien, nous on a toujours un peu l'impression que ces renégociations, elles sont contraintes en volume, en ce qui peut être négocié précisément. Stéphane évoquait un certain nombre de statistiques sur voilà, quel montant était impliqué dans les avenants. Et j'avais l'impression, dans ce que disait Christophe Venance, que ces pistes d'avenantage, elles étaient un peu illimitées. Donc, je voulais savoir comment le droit limite dans le cadre une fois que le dialogue est conclu et qu'éventuellement s'engage la phase de mise au point, on ne peut pas non plus tout changer parce que là, ça remet quand même en question la concurrence qu'il y a eu avant. Oui, alors, pardon. Donc, globalement, ces pistes d'avantage, j'imagine qu'elles ne sont pas illimitées. Et comment ça peut se mesurer? Est-ce que c'est en euros, en pourcentage du contrat, en taille de… Enfin, voilà, qu'est-ce qui, pour nous, pourrait être des pistes pour pouvoir mesurer l'importance des renégociations quantitativement dans les données qu'on pourrait éventuellement avoir après quelque part? Alors, Carine ne s'est pas présentée, mais je pense que vous aurez compris qu'elle est économiste. Voilà, ça c'est sûr. Mais alors, si je peux, Carine… C'est plutôt sa question, c'est que je ne suis pas juriste. Si je peux, merci, Carine. Si je peux préciser mon propos, parce qu'effectivement, mon propos n'est pas la fête au visage. Oui, non, mais tout à fait. En fait, dans les procédures auxquelles nous avons l'habitude de participer, en fait, il y a plusieurs phases de négociation avec un contrat qui est rédigé par le client public et son conseil, avec la possibilité plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée, ou qui est ouverte et qui se referme, de nous proposer des amendements. Donc, il y a cet exercice-là qui dure généralement entre 6 mois et 1 an. Et à la fin, si nous avons la chance d'être heureux lauréat, la mise au point ne consiste pas à revenir en arrière, mais consiste éventuellement à consolider des derniers amendements auxquels nous aurions eu droit. Mais les contrats temps long de financement de projet dans lesquels l'opérateur, généralement privé, mais en tout cas l'opérateur choisi par le client public doit financer, concevoir, construire, exploiter un service public ou pas, entretenir, maintenir un bien, avec des banques aussi. C'est des contrats dans lesquels on cherche à ouvrir les voies qui permettent ce que j'appelle moi sa respiration, à savoir prévoir d'ores et déjà les cas dans lesquels, par exemple, lorsqu'on parle de service public, alors moi je ne sévis pas dans l'eau, et lorsqu'on parle de services publics, par exemple de piscines, de spectacles, etc., c'est souvent des concessions de travaux, des concessions de services. Et en fait, ce que les opérateurs essayent de faire pour cette période de temps long, c'est de prévoir les cas dans lesquels ils vont pouvoir ouvrir des discussions avec le client si, par exemple, la fréquentation baisse de 10%, si les impôts augmentent de 10%, des choses comme ça. Donc, il ne s'agit pas de faire une liste à l'après-vert, parce qu'évidemment, lorsque vous demandez à un opérateur privé quand est-ce qu'il veut discuter, il va vous dire tout le temps. C'est un peu votre réaction. Quand vous demandez à une personne publique quand est-ce qu'elle doit discuter avec l'opérateur, elle va vous dire jamais ou peu ou peu. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Et justement, les négociations, et Grégory le sait puisqu'il nous assiste, mais il est aussi parfois en face, ce qui permet d'avoir une vue universelle, portent sur le fait que, je vais parler de fréquentation, par exemple, pour une piscine,
un opérateur va dire, moi, je veux discuter avec vous dès que j'ai une baisse de fréquentation de 1%, et puis Grégory, qui représenterait son client, va dire, vous vous fichez de moi, on va dire que c'est 20%. Et puis, on essaye de trouver un équilibre là-dessus. Et je complète mon propos pour revenir sur quelque chose qu'a dit Stéphane tout à l'heure. L'agressivité d'une offre, elle est aussi fondée, en loyauté ou pas, ça, je n'ai pas à commenter, sur ça. Par exemple, si on ouvre un droit à discussion à un niveau très faible, un opérateur peut dire, je vais faire une offre agressive et la gagner parce que je sais qu'en fait, le niveau est tellement bas que je vais pouvoir rediscuter très vite. Si c'est plus élevé, il y a une notion de risque que chaque opérateur doit envisager. Après, c'est aussi des questions de politique, sociale, d'affichage, parce que une des grandes différences aussi entre un opérateur privé et un acheteur public, c'est que l'acheteur public, il change en tant que personne. Il change parce qu'il y a des élections, il change parce que les gens qui sont occupés de la passation ne sont plus ceux qui s'occupent de l'exécution, il change parce que lorsque l'exécution dure 30 ans ou 20 ans, il change. La stabilité chez un opérateur privé qui est un peu plus figé, je pense. Moi, par exemple, je suis là depuis 25 ans. Et ça permet aussi d'avoir l'histoire et de pouvoir donner la sensation d'être plus fort, ce qui n'est pas vrai en fait, mais c'est simplement parce qu'on a l'histoire, et l'histoire permet d'avoir des assises un peu plus fortes. Alors, je vais revenir dans une seconde sur ce propos, Christophe, et je voudrais l'avis de Stéphane, parce que notamment, je sais que là-dessus, il y a souvent une certaine idée qui est véhiculée dans les travaux académiques, y compris d'ailleurs dans les travaux académiques de juristes, sur cette question de la dissymétrie que tu évoques à l'instant. Juste avant ça, je voudrais juste réagir à des petits propos qui sont échangés dans le fil de discussion. Et que je trouve intéressant parce qu'il y a, à mon avis, dans l'analyse pour l'instant que vous avez faite des données et que tu as présenté, Stéphane, un petit biais. C'est qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a une différence entre des avenants qui ne modifient pas le prix et des avenants qui augmentent le prix. Mais je peux aussi avoir des avenants qui ne modifient pas le prix, mais qui le modifient indirectement. C'est-à-dire que si je modifie le périmètre de la prestation, par définition, je diminue ou j'augmente le prix. En diminuant ou en augmentant le périmètre de la prestation, je modifie le prix, en tout cas le rapport qualité-prix, si je puis dire, pour le dire de manière un peu triviale. Donc, je pense qu'il serait important de voir aussi tout ce qui concerne les modifications de périmètre de prestation, de réalisation, parce qu'évidemment, ça a un impact. Si on me demande de réaliser, je ne sais pas moi, une piscine avec 4 bassins, et puis que sans changer le prix, on me demande finalement de faire une piscine avec 2 bassins, je vais avoir le même prix, mais ça va être beaucoup plus intéressant pour l'opérateur chargé de la réalisation des travaux. Donc, ça, c'est le petit biais, et je lisais dans le fil de discussion que voilà, ça faisait partie des remarques, et donc je trouvais ça intéressant. Alors, la question que je voulais vous poser, et encore une fois, les uns et les autres, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions, à lever la main, c'était justement, Christophe, pour réagir sur cette dissymétrie entre le public et le privé. Tout à l'heure, Stéphane, tu nous disais, il y a peut-être aussi un problème de compétence dans la rédaction, dans l'écriture et dans la négociation des contrats. Et puis, d'autre part, sur une autre de tes slides, tu nous disais, nous, voilà, en tant qu'académique, globalement, on a tendance à considérer qu'il y a une dissymétrie dans l'exécution, dans la négociation ensuite des avenants, dans les renégociations. Il y a aussi une dissymétrie de compétences. Et l'expression de Christophe était assez drôle en disant qui est le plus fort. Et finalement, cette dissymétrie, moi j'ai un avis évidemment sur le sujet. Je pense que cette dissymétrie existe, pour le dire assez clairement. Mais je voudrais, Stéphane, juste que tu nous dises, voilà, quelle est la position là-dessus qui est la tienne ou celle des économistes ou des académiques sur cette dissymétrie, et faire réagir ensuite Christophe sur le sujet. Je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux sur cette question, mais je pense que notamment l'approche en termes de coût de transaction insiste beaucoup sur le fait qu'on se focalise souvent sur la phase d'attribution et de rédaction des contrats, et on oublie
que ces contrats par nature incomplets, dès lors qu'on est sur des contrats complexes, hein, je ne parle pas de contrats simples d'approvisionnement, de fourniture, etc., mais sur Oui. des contrats un peu complexes, c'est la phase d'exécution qui va être primordiale, et c'est le fait qu'on soit capable de suivre le contrat, de se mettre en mode projet, de monter en compétence, d'avoir le même niveau d'information que le partenaire privé, et pour renégocier avec lui d'égal à égal, et de manière qui soit win-win-win pour toutes les parties prenantes, hein, aussi bien pour l'opérateur, pour la partie publique et pour les usagers qui sont concernés par le service public. Je pense que c'est aussi ce que j'ai pu observer dans quelques cas précis. C'est-à-dire que bien souvent, effectivement, ce ne sont pas les mêmes qui négocient et qui suivent le contrat. Effectivement, ceux qui négocient, une fois le contrat signé, se disent le problème est réglé, c'est un contrat de 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, et puis voilà, tout va bien se passer. Et la partie publique apparaît souvent peu encline à investir dans la relation contractuelle, à faire en sorte que ce soit un vrai partenariat, dit autrement, si on revient sur des mots un peu basiques, et souvent surprise quand la renégociation arrive. Et il y a quelques exemples assez connus. Enfin, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le Vélib, la ville de Paris. Ces rapports de l'inspection générale de la ville de Paris, notamment celui de 2019, où on vous dit clairement, c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport, que on a signé le contrat, et puis ensuite il n'y avait personne du côté de la division voirie et déplacement, donc du côté de la DVD, pour suivre le contrat, parce qu'on était incapable d'embaucher des personnes, et personne n'était dédié au suivi des contrats, au suivi de ce contrat-là en particulier. Ce qui fait que les renégociations ont été mal gérées, avec des comportements, des renégociations clairement à l'avantage de l'opérateur, et moi ce que j'appellerais des comportements opportunistes. C'est pas écrit dans le c'est pas écrit dans le rapport, mais quand vous avez un opérateur qui renégocie et à cause du taux de vandalisme demande à ce que la ville de Paris aide l'opérateur privé à hauteur de 400 € par vélo volé. Et puis, ça, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2012 qui le note. Et puis, la ville de Paris se rend compte quelques années plus tard que 70% des vélos volés sont retrouvés, et que donc, ensuite, ils sont réparés, remis dans la flotte de vélos, et que probablement la ville de Paris a été amenée à payer plusieurs fois 400 € pour le même vélo. Pour moi, c'est un exemple d'asymétrie d'information entre l'opérateur privé et la partie publique, un manque de compétences du côté de la partie publique, qui n'a pas investi dans la relation contractuelle, qui n'a pas le bon niveau d'information, et probablement, oui, un comportement un peu opportuniste du côté privé. Mais on peut trouver des exemples aussi où c'est la partie publique qui peut avoir un comportement opportuniste lors des renégociations, mais oui, voilà. Alors, moi, spontanément, Stéphane, et Christophe, tu as compris que je vais te passer la balle dans une seconde, parce que moi, spontanément, Stéphane, j'ai un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'une relative dissymétrie, mais relative au moment de la négociation. C'est-à-dire que déjà au moment de la négociation, on a souvent un peu plus de compétences techniques du côté des candidats, parce que c'est leur métier. Souvent, on a plus de contraintes aussi au moment de la négociation initiale côté public, parce qu'on a des contraintes de délai, des contraintes politiques, des contraintes organisationnelles. Bref, il y a plus de contraintes quand on négocie côté public que côté privé. Par contre, et là, c'est une autre forme de dissymétrie, mais dans l'autre sens, quand on est côté public, on est le client, et donc quand on est le client, on a en général plusieurs candidats. Enfin, ça arrive parfois d'en avoir plusieurs. Et quand on a plusieurs candidats, évidemment, on a cette position de force que d'avoir plusieurs offreurs pour une seule demande. Bien. Donc, je trouve que dans cette phase-là, il y a déjà une forme de dissymétrie, mais elle est un peu corrigée par le contexte, si je puis dire. Alors qu'après, effectivement, en suivi, moi, j'ai des exemples nombreux de contrats publics où il y a clairement un manque de suivi, un manque d'investissement dans la relation contractuelle qui est lié au fait que le contrat, une fois signé, il intéresse un peu moins le politique par définition, que même dans les services, on constate que les personnes les plus expérimentées s'intéressent plutôt aux nouveaux projets qu'au suivi des projets existants. J'ai un peu aussi ce sentiment, et donc ce que tu décris, Stéphane, du point de vue de l'observation empirique et de l'analyse académique que tu fais, moi, c'est quelque chose en tant que praticien qui me parle plutôt. Et autant sur les sujets de rigidité, j'étais un peu d'accord avec l'un et avec l'autre, ce qui est mon côté normand sans doute, autant là, je suis clairement assez sensible à ce que tu dis, Stéphane. Christophe, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Alors peut-être Là, tu voulais dire avant de laisser la parole à Christophe, je suis sûr que tu as aussi des exemples
ou inversement, l'opérateur privé qui tient à sa réputation signale les erreurs et ne profite pas de cet avantage informationnel? Non? Si, Justement parce qu'il anticipe le business futur, la continuité de la relation, et cetera. alors, Je suis sûr qu'il y a des contre-exemples aussi. Je crois pas qu'on ait la vision du alors côté d'abord, il y des a toujours des économistes, contre... Non, qu'on mais est dans d'abord, un monde d'opportunistes, hein, non, soyons mais clairs. d'abord, il y a toujours des contre-exemples, ça c'est certain. Ensuite, le risque réputationnel, il existe évidemment. Il y a même des opérateurs, je pense notamment aux opérateurs financiers qui sont très sensibles au risque réputationnel, peut-être plus que d'autres, qui sont prêts à renégocier des choses qu'ils n'ont absolument pas à renégocier, mais simplement parce qu'ils ne veulent pas subir un préjudice d'image et ils sont prêts à certains sacrifices. Donc oui, il y a plein de contre-exemples à ce qu'on est en train de dire, mais j'ai l'impression quand même que globalement, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a une dissymétrie. Encore une fois, un peu au moment de la négociation, beaucoup après la négociation. Et effectivement, on peut penser au business futur, mais quand on a l'impression aussi que le client public ne suit pas du tout, on est un peu, j'allais dire, découragé à l'idée de s'auto-infliger une peine que l'autre n'a même pas envie de surveiller. Christophe, comment ça te fait réagir, toi, qui es du côté privé et qui finalement peut peut-être voilà, soit nous Non, dévoiler. mais c'est vrai qu'il y a une photo qui circule sur le fait que le privé aurait une dotation sur la durée plus importante que son client public préféré sur un temps long. En fait, mon propos va peut-être surprendre, mais je vais déjà vous dire qu'en fait, privé comme public, les deux parties, lorsqu'on est en exécution, s'éloignent assez souvent du contrat. S'éloignent au sens où il y a un contrat, mais bon, ça tourne, on fait ce qu'on a à faire en termes de prestations industrielles, et le contrat, il y a un contrat, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis très franc, mais lorsque je disais tout à l'heure qu'une personne publique, ben, parfois les équipes en passation sont différentes en exécution, ben, c'est pareil chez un opérateur privé. Chez nous, par exemple, il y a des équipes qui chiffrent des travaux, mais ce n'est pas les mêmes qui les exécutent. Et donc, quand ce n'est pas les mêmes qui les exécutent, bah, elles exécutent pour faire un pont, un bâtiment, mais elles ne lisent pas le contrat. Et donc, en fait, ce qui est peut-être véhiculé avec un opérateur privé très doté, multi-ressources, etc., bah, c'est très beau. Encore faut-il que le contrat soit exécuté par lui-même dans un premier temps. Et souvent, en fait, lorsqu'on parle de renégociation, et ben c'est à ce moment-là que les deux parties, puisqu'il y en a une qui va appeler l'autre ou vice-versa, découvrent qu'il y a un contrat. Donc, en fait, il reste une forme, il y a une forme d'équilibre, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce que les médias peuvent laisser penser. Il faut toujours être deux pour renégocier, et c'est au moment où on renégocie qu'on redécouvre l'existence d'un contrat. Moi, par exemple, parfois, on gagne une opération, je participe à la signature, j'en entends pas parler pendant 2 ans, et puis un mois avant une livraison, on commence à m'appeler en interne en disant « Ah, on est en train de discuter avec le client sur ça, 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 ça. » Puis « Ah bon ?» Donc, je lis le contrat et je leur demande « Avez-vous fait ce qui est prévu dans le contrat ?» La réponse est « Non. » Donc, puisque nous ne sommes pas d'auteurs de leçons, en tout cas pas moi, mais au service de la société qui m'emploie, on essaye de faire en sorte de retomber dans les clous. Mais l'information, l'exécution du contrat, c'est quelque chose qui se fait à deux, et tant qu'il n'y a pas de soucis, alors soucis, ça peut être des soucis extérieurs, des soucis d'exécution, des soucis parce que la personne publique, contrairement à ce qu'on pense, c'est notre client, donc c'est quand même elle qui a le pouvoir final, avec des élections, des échéances, des chambres générales des comptes, des cours des comptes, plein de contraintes qui pèsent sur elle et qui pour moi font qu'en fait elle a des droits et des prérogatives assez forts qui sont dus aussi au droit administratif, et parfois elle ne les applique pas alors qu'elle pourrait. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Là où je nuancerais un tout petit peu le propos, Christophe, je pense que tu as complètement raison et c'est très intéressant ce que tu nous dis. Très intéressant, notamment quand tu dis personne lit le contrat, mais rassurez-vous, pas plus la personne publique que la personne privée. Ça, je trouve ça assez fort comme remarque et sûrement très juste pour l'avoir constaté aussi. Par contre, dans le suivi d'exécution, sur les temps longs,
il y a quand même un suivi qui, mécaniquement, côté industriel, est meilleur parce qu'il y a au moins le suivi. Oui, certainement. Il y a au moins le suivi technique. Pour reprendre l'exemple que donnait Stéphane, l'industriel qui gère ou exploite un service public, il est obligé de le suivre à minima. Il a des outils digitaux pour le faire. Il est bien obligé de regarder parce que de toute façon, il a un compte de résultats annuel. Donc, il est obligé de vérifier si ses dépenses et ses recettes sont correctes et cohérentes. Ce n'est pas le cas de la personne publique, même si elle a évidemment un budget, mais son budget, finalement, il est assez insensible à la bonne exécution. Je vois que nous avons des questions, donc je me permets de renvoyer, si je puis dire, à la main levée de Sonia, qui aura l'amabilité, si elle m'entend, de bien vouloir mettre sa caméra, si elle le peut, si elle le veut, elle n'est pas complètement obligée, mais en tout cas de prendre la parole. Ah, Sonia est peut-être partie se faire un café ou une bière. Bonsoir, non, je suis là. Alors, Bonsoir. Sonia, qui êtes-vous? Bonsoir tout le monde. Alors, je suis directrice générale à l'Instance générale des partenariats publics-privés de Tunisie. Enchantée. Merci. Moi aussi, je suis enchantée de faire la connaissance de tout le monde. Ma question est la suivante. Je voudrais demander si automatiquement les contrats de partenariat devraient mentionner cette clause de renégociation ou bien ce qu'on appelle communément la clause de revoyure. C'est-à-dire si on doit stipuler à chaque contrat de PPP et concession qu'il est possible de renégocier le contrat. Parce qu'en fait, d'après M. Saucier, si on intègre cette clause de revoyure automatiquement dans les contrats, il y a un risque énorme, surtout en termes financiers, et donc d'autant plus que normalement, on a recouru déjà à des matrices risques, donc on peut cerner, pour un PPP, on peut cerner l'ampleur des risques. Même pour l'exemple de Vélolib, je pense que le fait de saccager et tout, ça peut être quantifié en termes de matrice risque. Et donc, on peut lancer ce projet déterminé. Et d'un autre côté, vous dites que le dialogue compétitif, il diminue d'une manière sensible le recours à ces renégociations. Donc, en fait, est-ce qu'on doit la prévoir automatiquement? Et si on doit la prévoir, est-ce qu'on doit la cadrer, donc faire une liste exhaustive de ce qu'on peut négocier et de ce qui ne serait pas à négocier? Je pose cette question d'école parce que je voudrais bien cerner le problème. Merci. Merci à vous. Je donnerai après, alors je ne sais pas si on prend, est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions? Parce que, on répond à celle-ci, puis après on prendra la question de Saline, d'accord? Alors, sur cette question, qui veut prendre la parole? Moi, je peux la prendre, mais… Allez, Christophe, le juriste. Non, mais… Sur la nécessité de cette clause, j'ai bien mon idée sur le sujet. Mais oui, bonjour Sonia. Alors, d'abord, Sonia, je pardonnerai, je ne connais pas la législation qui s'applique chez vous, mais en tout cas, je vais faire par rapport à la législation que je connais moi en France. En fait, ce que vous avez parlé dans votre question de marché de partenariat et de concession, donc moi je vais plutôt parler des concessions parce que c'est la clause dite on appelle ça une clause de paysage, par exemple, en tout cas. C'est la clause qui permet effectivement aux parties de discuter si un certain nombre d'événements surviennent. Moi, je vais vous donner le point de vue d'un opérateur. Le point de vue de l'opérateur, c'est de mettre volontiers des cas et de glisser notamment. Ce qui, en fait, qui est un terme français, mais aussi un terme très juridique, qui permet de pouvoir aller voir le client lorsqu'on n'est pas dans les cas, mais le notamment permet de discuter par ailleurs. Et évidemment, du point de vue du client, il va vouloir que les cas qui sont prévus soient des cas limités, enfin, qui en est le moins possible, pardon, et qui soient donc limitativement énumérés. Donc, c'est en fait un juste équilibre. Alors, je ne sais pas si vous-même, vous seriez côté client public ou opérateur privé, mais voilà, le point de vue diffère selon qu'on est client public ou opérateur privé, mais à titre personnel, au-delà d'une liste de 15 points ou de 2 points avec un notamment, un pas notamment, il me semble
plus judicieux, et en tout cas par rapport aux normes qui s'appliquent en droit français et en droit européen, que les cas soient prévus. Et pour aller au bout, hein, moi je pense qu'il faut prévoir au maximum ces clauses de revoyure, de négociation, ces clauses de paysage, peu importe comment on les appelle, que ce soit d'ailleurs en marché de partenariat ou en concession, parce qu'il est impossible dans un contrat de tout prévoir. Ça, c'est une certitude. En revanche, qu'on peut prévoir ce que l'on ne peut pas prévoir. Ce que l'on peut, c'est ouvrir un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles on se revoit et peut-être même d'essayer déjà à l'avance d'imaginer les solutions qu'on pourra trouver. Parce que plus on va ouvrir finalement cette espèce de flexibilité, et plus on va avoir un dialogue qui sera facile. Alors, on pourrait avoir peur de ce dialogue, parce que ce dialogue, il peut aussi amener effectivement, si on reste sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une personne publique plus faible en exécution, eh ben, à être victime, si je puis dire, du méchant opérateur qui a répondu agressivement à la consultation et qui maintenant va en profiter pour rattraper, comment dirais-je, ce qu'il n'a pas gagné dans la consultation. Mais pour autant, d'abord, un avenant, c'est un contrat, plutôt, et donc il faut être deux pour le signer. Et donc, si on fait bien son travail des deux côtés, si du côté de la personne publique, notamment le suivi et l'exécution est véritablement pris en considération comme il doit l'être, moi j'ai le sentiment que plus on prévoit le futur en ouvrant un certain nombre de possibilités, alors évidemment quand je suis côté public, j'aime pas trop les notamment, mais en tout cas, plus on prévoit de possibilités, plus on ouvre le champ des possibles, et moins on va avoir d'avenants durs, c'est-à-dire d'avenants qui justement on va avoir des difficultés à s'intégrer convenablement dans le contrat initial. Et c'est souvent dans ces avenants que j'appelle des avenants durs, c'est-à-dire on modifie profondément le contrat. Alors, les juristes diraient sans en bouleverser l'économie générale, mais où on les modifie plus substantiellement, que souvent la personne publique est victime finalement. Là, je vois, Christophe l'a dit, donc je peux le dire, on est parfois du même côté et parfois en face. Et là, il se trouve qu'on est en face sur un contrat. La renégociation était prévue, on savait ce qu'on avait à renégocier, on savait qu'on aurait à le renégocier. Et finalement, ça a été prévu contractuellement, ça a cadré la discussion. Ça l'a probablement un peu limité, mais finalement, tout le monde est resté dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'au début, ça n'a pas été un peu dur parce que certains voulaient un peu plus et d'autres un peu moins, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a trouvé un chemin parce que justement, on savait que cette voie allait venir, on savait que cet événement allait survenir, on ne savait pas trop exactement comment, sinon évidemment, on l'aurait écrit dès le début. Et je crois que c'est assez sain. Stéphane, tu voulais réagir et puis après, je donnerai la parole à Salim. Oui, rapidement, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses. Peut-être pour dire à Sonia que quand elle dit qu'on aurait pu anticiper dans le cas du Vélib, mettre en place une matrice de risque un peu complète, exhaustive, etc., je ne suis pas forcément d'accord, et je suis plutôt d'accord avec Grégory sur le fait que tout anticiper au moment de la signature et anticiper convenablement le futur et tous les événements futurs, c'est quand même quasi impossible, notamment dans les marchés de partenariat ou les contrats de partenariat qui sont des contrats de long terme. Ensuite, j'aurais une vision un peu différente peut-être sur le fait de prévoir toutes les situations où on peut renégocier. Je ne suis pas sûr que j'insisterai beaucoup là-dessus. On peut écrire qu'on ne renégociera jamais le contrat. De toute façon, ce que les deux parties ont décidé de faire, ils peuvent le défaire. Donc, si après les deux parties sont d'accord pour renégocier, ils renégocieront. Donc, ça ne sert à rien de l'écrire. Et puis, quand on parle de service public, souvent, c'est ce qu'on observe, la puissance publique accepte de renégocier parce qu'on est sur un service public, il y a un besoin de continuité, il y a un risque réputationnel pour la partie publique aussi. S'il y a des élections à venir, ben voilà, on est bien obligé de renégocier, on ne veut pas que la qualité du service soit dégradée, etc. Donc plutôt que de prévoir toutes les situations dans lesquelles on peut renégocier, notamment, moi, je prévoirais plutôt la manière dont on sera amené à renégocier, qui sera autour de la table, comment on arrivera, enfin, combien de réunions, qui prendra des notes, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit dur, quelle est l'option de sortie. C'est plutôt sur ça que j'essaierai de mettre des choses dans le contrat. Salim. En fait, pardon, c'est Christophe, juste pour compléter, notamment par rapport à la présentation de Stéphane du début. Alors moi, je ne suis pas non plus historien du droit, mais en fait, effectivement, ce que j'ai compris, c'était que les directives européennes et maintenant transposées en droit français avaient décidé enfin de s'occuper de l'exécution des contrats de la commande publique et en particulier d'obliger les clients publics à publier dans
des canards spécialisés, des journaux spécialisés, des avenants dans un certain nombre de cas. En fait, l'intérêt de ça en tant que juriste, c'est que ça cadre les choses, mais la difficulté aussi, c'est que si j'étais un juriste puriste et si j'avais affaire en face de moi, côté client public, à un juriste puriste, il y aurait des cas où la négociation serait impossible parce qu'on serait dans aucun des cas prévus par le Code de la commande publique et la solution serait d'arrêter. Et cette solution-là, je n'y ai pas encore été confronté, mais il arrive parfois que des parties veuillent négocier et puis que des gens de droit y mettent leur nez, des gens de droit un peu puissants, et ils disent que ce n'est pas possible et ça peut aboutir à la fin des contrats. Alors, merci Christophe. Je vais Parce donner qu'à défaut, voilà, je me tais parce que sinon je ne comprends pas. Alors, non, parce qu'il nous reste, on avait dit 20 heures, hein, c'est ça? Oui. Maximum, oui. Donc, il nous reste une dizaine de minutes et il y a un ou deux points que je voudrais quand même qu'on évoque, qu'on n'a pas évoqué, notamment des études, Stéphane, qui existent et que tu as citées, sur lesquelles je voudrais que tu développes un tout petit peu. Juste dans le fil de discussion, il y a des questions, donc sachez que j'essaye aussi un petit peu d'y répondre, et notamment sur la question de savoir s'il existe des contrats où il y a des suivis de performance ou des suivis de pénalité et où il n'y aurait rien de suivi du tout et on ne serait pas du tout dans l'exécution, j'allais dire contractuelle, en regardant le contrat. Et même ça, j'ai des exemples où j'ai constaté que ça pouvait arriver. Salim. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. J'aurais deux petites questions, deux petites réflexions, disons, par rapport à la renégociation des contrats. Donc, notamment dans les pays, je ne suis pas présenté, donc je suis. J'allais vous poser la question. La Caisse nationale d'équipement, donc en Algérie, donc le Maghreb, il est présent aujourd'hui. Donc, pour les renégociations des contrats, est-ce qu'on peut le lier, disons, dans les pays en voie de développement, à la qualité des institutions de la gouvernance? J'ai eu à faire, disons, des analyses et des études sur les projets, comme les grands projets d'infrastructure en Algérie. Et on s'aperçoit que les plus grandes raisons de renégociation et d'avenant donc, sont les interférences politiques. Quand on demande à changer la consistance du projet au cours de la réalisation du projet. On a aussi les contraintes, disons, d'expropriation d'indus occupants qui font durer les délais et qui aboutissent à des renégociations. On a aussi la qualité des études, donc quand les études, notamment pour les projets linéaires, dues aux investigations sur la qualité du sol et tout, donc on a des modifications après qui viennent des fois même doubler le montant des projets. Donc ça aussi, je voudrais avoir l'appréciation de M. Saucier donc sur cette question de la qualité des institutions sur la renégociation. Donc, deuxième petite question, ça serait pour les PPP institutionnels ou dans les sociétés mixtes à objet unique. Donc, moi aussi, on a constaté, par exemple, qu'en Algérie, on a des exemples de stations de dessalement qui ont été menées disons, dans des PPP institutionnels, où on n'a pas constaté de renégociation donc, entre la société mixte et l'État, mais quand on a essayé de regarder de plus près, on constate que la plupart des renégociations se font à l'intérieur de la société mixte, sans un impact sur le prix, donc le prix de l'eau que la société vend à l'État, mais il y a beaucoup de renégociations qui se font à l'intérieur de la société. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à ce type de PPP par rapport aux renégociations? Merci beaucoup. Alors, merci Salim. Je vais laisser Stéphane et éventuellement Christophe répondre évidemment à la première question. Sur la deuxième, je vais avoir du mal à résister à l'envie de répondre parce que certains ici savent que en France, la CEMOP est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En revanche, je voudrais juste étendre un tout petit peu la question de Salim parce que ça va dans le sens de la question que moi je voulais vous poser avant la fin de ce webinaire, et comme on s'en approche, je vais glisser, mais vraiment exactement dans ce sens-là. C'est
soit les problèmes de gouvernance, soit, qui ont été évoqués très justement, soit les problèmes vraiment de corruption. Puisque je crois que tu as cité une étude américaine sur ce sujet du lien entre renégociation et corruption, et ce serait intéressant que tu nous dises un petit peu plus là-dessus. Bien sûr, Christophe pourra compléter le propos, mais la question numéro 1 s'adressait en l'occurrence plutôt à Stéphane. Alors oui, sur le rôle de la qualité des institutions, le rôle des interférences politiques dans l'exécution des contrats publics, évidemment, c'est un des problèmes, qui peut expliquer la forte fréquence des renégociations dans certains pays. Et c'est notamment une des variables explicatives qu'avait utilisé Stéphane Straub, Gouache et Lafond dans leur article de 2008, où ils essayaient de mesurer la qualité des institutions pour comprendre la fréquence des renégociations dans les contrats de concession en Amérique latine notamment. Donc ça, je pense que c'est ce qui va différencier les différents pays entre eux. Sachant qu'on insiste beaucoup sur la corruption, comme vient de le faire Grégory, en insistant sur le fait que le niveau de corruption, le taux de corruption serait évidemment plus élevé dans certains pays par rapport à d'autres, et notamment dans les pays en développement par rapport aux pays industrialisés. Et comme le notait Grégory, il y a des études qui montrent il y a notamment cette étude que j'ai citée, qui est quand même assez impressionnante, qui concerne les États-Unis. Vous avez des auteurs dans la Review of Financial Studies qui sont intéressés aux contrats américains. Donc ils ont regardé concrètement 5 millions de contrats publics américains signés entre 2001 et 2012 au niveau local. Et ils se sont rendus compte que plus les entreprises avaient été connectées politiquement, c'est-à-dire qu'elles avaient été impliquées dans le financement des campagnes des élus locaux, plus elles gagnaient des marchés publics en faisant des offres que j'appellerais agressives, c'est-à-dire en faisant des offres en moyenne 5% moins chères que leurs concurrents, mais qu'ensuite, elles renégociaient plus probablement les contrats en augmentant les prix, alors évidemment de plus de 5%, hein, en augmentant la durée des contrats, voire en réduisant les pénalités et les incitations, le niveau des incitations dans les contrats. Alors les auteurs ne parlent absolument pas de corruption, hein, il y a cette corrélation qui est très forte entre entreprises connectés politiquement, c'est-à-dire ayant financé la campagne des élus locaux, et leur capacité à ces entreprises à gagner des marchés publics en mettant en place des offres agressives, et leur capacité à les renégocier. Alors évidemment, il y a plusieurs explications possibles. La corruption en est une. On pourrait imaginer que ce sont aussi les entreprises les plus efficaces qui sont plus à même de financer les partis politiques. Mais malheureusement, dans leur étude, ce qu'ils montrent, et c'est vraiment bien fait, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils se focalisent sur les cas où le politicien disparaît malencontreusement. Alors, soit parce qu'il meurt, voilà, il y a un choc exogène, soit parce qu'il est obligé de démissionner, parce qu'il est impliqué dans des affaires de corruption, par exemple, mais pas seulement, n'importe quel type d'affaires, ou problèmes personnels, etc. Donc il y a un choc exogène, le politicien disparaît, et on s'aperçoit qu'à partir du moment où le politicien disparaît, comme par hasard, ces entreprises ne gagnent plus autant de marchés publics, ne sont plus capables de renégocier leurs contrats. Mais c'est vrai qu'à aucun moment les auteurs ne parlent de corruption. C'est-à-dire que ça peut être aussi, il y a sûrement aussi d'autres explications, le fait d'être connecté, je sais pas comment on peut l'expliquer autrement, mais c'est quand même étonnant, et ils ne parlent pas de corruption pour expliquer ce phénomène. Moi, je parlerais de corruption intuitivement aussi, comme Grégory. Alors, je te remercie Stéphane, et puis j'avais écrit un article il y a quelque temps sur justement la corruption non financière. C'est-à-dire que tous ces éléments de corruption, qu'on n'appelle pas de la corruption au sens pénal du terme, au sens juridique du terme, mais qui au fond sont des éléments de corruption. Alors, le financement d'une campagne, c'est clairement de la corruption, si ça a pour objectif de se voir attribuer des marchés. Mais il y a des corruptions qui sont plus induites, notamment des phénomènes de pantouflage, des phénomènes de corruption avec des services rendus qui, en gros, sont lancés pour l'avenir, etc. Et c'est aussi des phénomènes qu'on a analysés, j'allais dire, juridiquement. Alors, merci du coup, Stéphane du coup, la transparence est un moyen de lutter. Oui, de lutter contre ces risques-là. Hein. Alors, Christophe, Oui. est-ce que, parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes, là je vois qu'on est à quelques minutes de la fin de notre webinaire, qui pourrait probablement durer encore
toute la soirée. Mais comme on a dit qu'on tenait les horaires de départ et d'arrivée avec Stéphane, on va être discipliné. Est-ce que sur ce point-là de la corruption, tu veux réagir? Réagir pour vous dire que le groupe Vinci n'est pas un corrupteur, donc je vais pas réagir. Non, mais après, il y a un certain nombre de règles que tout le monde connaît, de programmes d'éthique et de compliance au niveau du groupe qui font que ce sont des démarches qu'on réprouve, donc je n'en parlerai pas plus que ça, puisqu'il n'y en a pas. Par contre, ce que je peux dire pour réagir au propos de Salim sur la solidité des instances, je peux citer 2 exemples, dont un exemple vécu par Vinci aéroportuaire, où un certain nombre de manifestations aboutissent non pas à la renégociation du contrat, mais à la renégociation du contrat qui s'arrête. Dernière remarque, et je crois voir à quelle opération Christophe fait allusion, mais je ne suis sûrement pas le seul. Juste pour répondre à la deuxième question de Salim, qui était la question concernant les CEMOP, concernant les PPP institutionnalisés. Ce que je peux dire en 1 minute, c'est simplement que ce système des PPP institutionnalisés, il a justement été conçu pour que l'implication des parties dans l'exécution contractuelle soit plus forte. Ça, c'est la première réponse. C'est-à-dire que la CEMOP, elle sert avant tout à s'obliger réciproquement et mutuellement à co-gérer une entreprise qui a pour objet justement l'exécution du contrat. Et donc, on va être obligé de se rencontrer, on va être obligé de se parler, on va être obligé de suivre les comptes, puisqu'on est coactionnaire. Et ça, c'est à mon avis un des grands objectifs de la CEMOP ou du PPP institutionnalisé, en tout cas tel que moi je l'ai conçu à l'époque où j'ai travaillé sur la proposition de loi qui a donné lieu à la CEMOP en France. Et deuxième élément de réponse là-dessus, il ne me paraît pas anormal à l'intérieur d'une CEMOP, qui est une société d'exécution, qu'il puisse y avoir des discussions et des renégociations entre actionnaires. Si ça ne bouleverse pas l'économie initiale des accords passés, ça me paraît même plutôt sain. Et si en plus on s'aperçoit qu'il y a peu de renégociations contractuelles, c'est-à-dire peu d'impact sur le service, la façon dont il est délivré et son prix, c'est plutôt, je trouve, assez satisfaisant et plutôt une bonne nouvelle pour les PPP institutionnalisés. Il nous reste 1 minute, messieurs, avant la fin de ce webinaire, si ma montre est correctement ajustée. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion? Pour ma part, simplement pour vous dire qu'en janvier, il y aura également un nouveau webinaire et que nous serons absolument ravis de vous y accueillir. Christophe, Stéphane, un petit mot? Mais j'étais ravi. Non, mais c'est très sincère. Oui, un tout petit mot. C'est une première et j'étais ravi. Voilà. Écoute, moi aussi, ça m'a donné quelques idées pour utiliser ces données de manière intelligente par la suite. Je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais j'ai aussi beaucoup apprécié la remarque de Christophe sur le fait que bien souvent, lorsque le contrat se passait bien et qu'il y avait une bonne entente entre les parties, on ne retournait pas voir ce qui était écrit dans le contrat et on se contentait de faire évoluer la relation contractuelle. C'est quelque chose qu'on a observé dans le questionnaire qu'on a utilisé auprès des acheteurs publics. On était étonné que beaucoup déclarent que finalement ils s'adaptaient de manière assez informelle sans regarder le contrat lorsque c'était possible et qu'il n'y avait pas de problème contractuel particulier. Voilà ce que je retiens. Eh bien, merci en tout cas. Moi, ce que je retiens, c'est la vivacité, l'intérêt des débats. C'est aussi l'intérêt que j'ai eu à écouter nos 2 intervenants ce soir, mais je n'avais absolument aucun doute sur ce sujet. Donc, merci Stéphane, merci Christophe. Et à toutes et à tous, un grand merci pour avoir passé ce début de soirée avec nous. Et je vous donne donc rendez-vous au mois de janvier. On vous fera passer évidemment la date, le sujet, les intervenants. Mais j'espère que vous serez là tous, toutes et encore plus nombreux. Très bonne soirée. Merci à beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci.